Pareil, ces Amutes Romulus qui décident de le faire figurer dans le carnaval en 1913. Mais là, les guerres vont lui être fatales, les deux guerres vont lui être fatales. Il va renaître en 1948. Et là, alors qu'il apparaît en carnaval, en 1948, le carnaval à Stanford a disparu. On ne fait plus le carnaval à Stanford. Alors, on l'intègre dans les fêtes de la ville, fin avril. Mais quand on l'intègre dans les fêtes de la ville, on va lui donner l'occasion de faire comme si c'était carnaval. C'est-à-dire qu'à l'occasion des fêtes de Romulus, qui est le géant de Stanford, eh ben, on va refaire un défilé carnavalesque, on va rebrûler, on va faire un feu de Bengale à l'issue de la fête. Et donc là, on a à la fois un rappel de carnaval et un rappel que le géant est en carnaval, alors qu'on est calendairement complètement sorti de la période de carnaval. Donc, vous voyez, tout ça, ça commence à se mélanger, évidemment, d'une manière un petit peu confuse dans l'esprit des gens, à tel point que, à Douai, alors que le géant va sortir dorénavant, il sortait à la procession de Saint-Maurent, mais après, à partir de, je ne sais plus quelle période exactement, mais c'est pas grave, il devient, la fête de la ville sort de la dévotion à Saint-Maurent et se rattache à la commémoration du rattachement de Douai à la France. Alors qu'on a fait des pieds et des mains pour pas être rattaché à la France, parce qu'on était bien quand on était flamand et pas français, et c'est pas grave. Donc on a commémoré par la suite le rattachement de Douai à la France, on est en 1667, et à partir de ce moment-là, on fait les fêtes de la ville le dimanche qui suit le 5 juillet. Alors que Saint-Maurent, c'était au mois de juin, on a décalé. Mais pour bien marquer encore une fois la différence entre l'ancienne fête religieuse et la fête maintenant laïque, on peut parler de laïcité à ce moment-là, on va inventer la notion de carnaval d'été. Et à Douai, Gaillan sort à l'occasion d'un carnaval d'été, alors que le mot carnaval n'a de sens qu'en hiver. Alors donc vous voyez, il commence à y avoir un mélange à ce niveau-là. Au carnaval d'été d'ailleurs de Douai, on va voir réapparaître, alors qu'on est en plein mois de juillet, on va voir apparaître des figures qu'on voyait jadis au moment des carnavals des jours gras. La roue de fortune, par exemple, pour ceux qui connaissent, une roue qui tourne à partir d'un arbre à cames, et puis on a une fortune qui est là et puis qui distribue ses dons à celui qui s'arrête sous la coupe au moment où le chariot s'arrête. Et puis on a surtout le baudet. Alors là-bas, on l'appelle le baudet des carrochers. Des carrochers en picard, ça veut dire qu'il y a un petit peu bébête. Hein. Encore que là, il faut faire attention, parce qu'il se trouve que, fin du 19e siècle, celui qui tenait le rôle de cheval jupon s'appelait justement des carroches. Un certain des carroches tenait le rôle du cheval jupon. Bon, c'est un cheval jupon. Cheval jupon, ben, on en a à Douai, ça vient du Moyen-Âge. On en a à Cassel, aujourd'hui. On en a eu un moment à Bourbourg, vous en avez eu aussi, vous ici. Hein, il y avait des chevaux jupons. Hein. Et des chevaux jupons, je ne pense pas que vous saviez qu'en l'intégrant dans votre fête, vous alliez perpétuer une tradition qu'on retrouve dans toute la Chine, dans toute l'Asie, dans tout le domaine de l'Inde, et que ça n'a strictement rien à voir avec les chevaux carapassonnés qu'on voit dans les tournois. Ça, c'est la théorie Van Gennep, et ça tient plus debout aujourd'hui. Parce qu'on sait que depuis quasiment l'Antiquité, et chez nous, on va voir le centaure, qui est un homme mi-cheval, mi-humain. On a donc ce phénomène qui est très compliqué à analyser, hein, qui va faire appel à des notions de chamanisme, à des notions de transfert des âmes, etc. Parce que le cheval, c'est l'animal qui emmène les âmes dans l'au-delà. Un terme technique, on va appeler un animal psychopon, c'est-à-dire qui prend les morts et qui les emmène dans l'au-delà. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais ça couvre tout le domaine eurasiatique, l'Inde, et ça arrive petit à petit évidemment chez nous. Et quand on intègre des chevaux jupons dans une fête, en fait, on perpétue une vieille tradition. Quoique la plupart du temps, on copie aussi ce qu'on a vu ailleurs, hein. On aussi relativiser les choses. Alors le mannequin, donc anciennement associé à une procession religieuse, est devenu donc au fil des temps une figure totémique qui représente vraiment l'âme d'une cité. Hein. Il est associé vraiment à une cité. Et pour l'illustrer, on a vu là tout à l'heure qu'avec Gaillan,
on est allé chercher quelque chose dans une aventure rocambolesque qui fait intervenir un géant sur le gué de Lascar, on va souvent aller chercher des personnages obscurs de l'histoire qui appartiennent à ce qu'on appelle le magasin merveilleux de la cité. Quand on va faire appel à au domaine historique, on va aller chercher des personnages très anciens sur lesquels on a l'impression qu'ils baignent dans le mystère. Ça va être l'idée qui Finartalil. Vous allez rechercher il y a quelques années un certain Burchard, sur lequel, bon, historiquement, on n'a pas beaucoup d'éléments. Mais plus le personnage est ancien, plus donne l'impression aux gens de la cité d'avoir des racines très vieilles, qui plongent dans les origines. Alors, comme inspiration, on va aussi aller chercher des vieux métiers. Vous en êtes l'exemple même, hein, avec les rubaniers ici. Hein. Les rubaniers qui inventent un géant fabricant de rubans qui, à l'origine, est une grande gueule. On va l'appeler grande gueuloute, à l'origine. Et puis, on va lui donner une épouse qui va être la petite sorcière, petite Shorshir. Hein. Et puis, par le biais d'un méli-mélo, à un moment donné, vous avez inversé le couple, ce qui fait que c'est l'homme qui a un vrai nom de femme, et puis la femme qui a bientôt un nom d'homme. Hein. Bon, enfin, là, ce qui était intéressant, c'est que vous avez fait appel à un ancien métier, qui est le métier de rubanier. Dans mon village, qui était une patrie de marchands d'allumettes, on vient de se construire un géant qui est un porteur d'allumettes. Mais des allumettes comme on a fabriqué avant 1850. Pas les allumettes avec un briquet, non, c'est des vieilles allumettes dans des fétus de paille, souffrées aux deux extrémités, et puis qu'il fallait déjà avoir des braises incandescentes pour pouvoir l'allumer. Ce n'étaient pas les phosphores, ce n'étaient pas les allumettes à friction. Alors, il était réputé dans toute la région, et puis ils en ont fait un géant. Wascal, c'était un jardinier. Bon, donc on va faire appel à des vieux métiers qui rappellent quelque part le bon vieux temps. Toujours pareil, hein, c'est plus on projette dans le passé, plus on a des chances de faire rêver donc les gens. Alors qu'est-ce qui fait rêver le géant? Inévitablement sa taille. Hein. On a vu tout à l'heure que pourquoi on a fait des personnages très très vieux, très très grands, c'était pour qu'ils soient vus. C'est pour qu'ils soient vus de tout le monde quand ils défilent. Hein. Donc automatiquement, quand on regarde le géant, bah, on est un petit peu devant quelque chose qui nous dépasse, hein, et puis on a tendance à lever la tête pour le regarder. Et alors sur le plan symbolique, automatiquement, comme tout ce qui se trouve en haut, c'est quelque chose de beaucoup plus valorisant que tout ce qui se trouve en bas, et ça, c'est depuis que vous êtes né, depuis qu'on est petit, depuis qu'on apprend à marcher, et depuis qu'on est encouragé parce qu'on arrive à tenir sur nos deux jambes. Au contraire, quand on vit comme un échec, une chute, vous voyez, il y a deux oppositions hein, tout de suite qui se marquent, automatiquement, quand on est tiré vers le haut, on a tendance à se trouver plus valorisé soi-même. Être grand, c'est effectivement grandir, c'est effectivement, tous les enfants, on est tous passés par là, quand on est grand, quand on accède à un niveau supérieur, c'est mieux que le niveau d'où l'on vient. Hein. À l'école maternelle, ça c'est à l'école des grands et l'école des petits. Hein. Ils ont un an à dire, hein, déjà. Hein. Alors grandir, se grandir, réussir même dans la vie, monter les échelons. Hein. On ne va pas descendre les échelons dans la vie, hein. On va les monter. On va aller par étapes, et c'est toujours quelque chose qui nous grandit. Et comme ce n'est pas toujours possible de réaliser soi-même des exploits, on ne peut pas grandir, c'est le dicton chinois qui dit que les arbres ne grandissent pas jusqu'au ciel, ne poussent pas jusqu'au ciel. Même nous, on est limité dans nos actions, dans nos aspirations. Alors quelque part, on aime bien transférer sur quelqu'un de plus grand que soi ce qu'on n'arrive pas à faire soi-même. Et le géant devient intimement vis-à-vis de chacun cette figure qui représente ces aspirations qu'on n'arrive pas toujours à trouver soi-même. C'est une façon aussi de comprendre l'intérêt qu'on peut avoir pour le géant. Alors, on pourrait aborder une dimension psychanalytique et voir dans le géant chacun le souvenir de son propre père quand on était enfant.
Tout ça, évidemment, c'est refoulé dans notre inconscient. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'exprimer, mais n'empêche que c'est toujours là, c'est indélébile. Donc il y a des images que vous fabriquez quand vous êtes bébé et que vous traînez jusqu'à disparaître. Donc autrement dit, on a là des choses un peu complexes. Alors il y a un autre élément aussi qui est très important dans le géant, sa grandeur, d'accord, son ventre, son volume. À Douai d'ailleurs, les géants on les appelait des vagues d'osier. Et je crois que chez vous on les appelait des bleuvintes, ou c'est des cominois qui s'appellent des bleuvintes. Alors vous allez me dire c'est en rapport au sarrau que les gens portaient, typique des paysans et pourquoi pas à ce moment-là des rubaniers. Toujours est-il que ce que vous la valorisez dans l'expression bleuvinte, c'est à la fois le qualificatif bleu et puis le ventre. Parce que bleuvinte, c'est des ventres bleus. Alors le bleu, symboliquement, renvoie au merveilleux, renvoie au ciel, renvoie à l'azur. C'est une couleur valorisante par rapport au rouge qui est une couleur agressive. Donc il y a une hiérarchie symbolique dans les couleurs. C'est pas un hasard si les messages publicitaires qui s'adressent à une certaine catégorie de personnes sont en bleu, plutôt à dominante bleue, plutôt qu'à dominante rouge. Donc on a là des choses symboliques qui reviennent, même inconsciemment. Et puis surtout, c'est un ventre. Alors là, j'ai été toujours intrigué. Combien de fois toujours chez les géants portés. J'avoue que je n'ai pas observé ça chez les géants roulés. Vous allez peut-être me dire le contraire, parce que vous, ils sont roulés. Quand les porteurs se reposent, il faut bien qu'ils se reposent de temps à autre, donc ils posent le géant, sortent de sous la jupe, et puis en général vont boire un coup, parce qu'ils ne s'arrêtent pas en pleine campagne. Ils s'arrêtent à côté de la Broadway. Bon, et bien systématiquement à ce moment-là, et si vous allez à Douai, alors à Douai c'est symptomatique, donc la jupe est soulevée, légèrement soulevée. Là vous allez voir énormément de gens qui vont se précipiter pour regarder en dessous. Alors observez bien attentivement à ce moment-là, vous allez vite voir que les adultes regardent. Alors est-ce qu'ils sacrifient une curiosité technique, ils veulent voir comment peut-être c'est fait, ils veulent voir les bras, etc. Les enfants, c'est beaucoup plus curieux parce que les enfants rentrent à l'intérieur. Et observez l'enfant qui rentre à l'intérieur, systématiquement, quand il est à l'intérieur, il va regarder en haut. Il ne va pas regarder les bras, il ne va pas regarder lui sur le... Ça dépasse la façon dont on porte le géant. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la grandeur du géant vue de l'intérieur. Comme s'il y avait deux choses là qui interagissaient au niveau de leur perception. Alors, est-ce que cette lumière, parce que quand il lève les yeux à travers le cou du géant, tout ça, il voit un rayon de lumière passer, est-ce que cette lumière, elle est là un petit peu pour les tranquilliser, pour dire « Ah je suis enfermé, mais il y a une sortie ». Je ne sais pas ce que ça rappelle chez eux, Enfin, je suis enfermé, mais il y a une sortie. Ou est-ce qu'à ce moment-là, ils essayent de se tranquilliser, tout simplement, pour éviter un phénomène de claustrophobie. Ça me paraît difficile à interpréter chez les enfants. Moi, je crois plutôt que toujours à l'intérieur du ventre, c'est comme s'il opérait une espèce de régression maternelle, et puis que, regardant vers le ciel, il aspire à une nouvelle naissance. Je l'interprète comme ça. De toute manière, cette aspiration vers le haut s'oppose à sa chute, s'oppose à son ancien état. Donc, est-ce que l'enfant, presque instinctivement, ne rentre pas dans le ventre du géant pour renaître à nouveau, pour revivre sa naissance? Là, comme on fait appel à des choses, il faut bien savoir que notre inconscient, c'est 90% de ce qui est imprimé là-haut, et que ce qu'on arrive à exprimer, c'est à peine 10%. Donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on a quelque part refoulées, je ne dis pas gommées, mais qu'on a mis de côté et qui de temps à autre réapparaît à l'occasion de phénomènes comme celui-là. Qu'est-ce qu'on pourrait établir comme rapport entre ces messages un petit peu
psychanalytique, oui et non psychologique, on va dire, hein, simplement psychologique, et puis la fête. Bon, est-ce qu'il y a un raccord entre tout ça? Parce qu'on pourrait très bien imaginer que tout ce que je viens de dire, ça peut apparaître tout simplement dans quelqu'un qui va visiter dans un hangar un géant. Pour l'instant, la fête n'intervient pas. Pourquoi ça serait systématiquement au moment d'une fête? C'est que la fête va amplifier justement ce phénomène de rêverie, ce phénomène échappatoire, ce phénomène qui va essayer de me faire échapper à la misère quotidienne. Alors, la sortie du géant, carnaval, oui, beaucoup de ducasse. Beaucoup de ducasse. Et vous, chez vous, c'est un moment de la ducasse, le quartier du château, c'est ça, le quartier du château, que vous avez remis au goût du jour les géants à l'occasion d'une fête qu'on appelle la fête des louches. Bien. La fête, c'est essentiellement un moment de liberté. C'est un moment de débridé. Au moment de la fête, je ne dis pas qu'on fait tout ce qu'on veut, encore que, à un moment donné, jusqu'au moins la Renaissance, au Moyen-Âge, la fête, c'était pas un moment de tranquillité. C'est-à-dire que sous le couvert du masque, on en profitait aussi pour régler ses comptes. Donc il y avait un côté dangereux à avancer masqué. Bon, par la suite, tout est un petit peu rentré dans l'ordre, mais on a des arrêtés de magistrats, par exemple à Lille, qui interdisent la fête des Saints Innocents, parce que régulièrement, il y en a qui se retrouvent avec un couteau dans le ventre. Alors, ça pas plus ça. Donc on interdit la fête à ce moment-là. Mais cette fête, c'est aussi donc un besoin de liberté. Et Dieu sait si, je prends l'exemple de Comines, la fête des louches, c'est de la liberté exaltée. C'est de la liberté à puissance 3, 4. Hein, ne serait-ce qu'à travers la légende. À travers la légende. Qui veut que ça soit un seigneur qui a été emprisonné par un usurpateur, peu importe, il n'y a pas de vérité historique, la légende. Il faut déconnecter la légende de l'histoire. Mais ce qu'on essaie de valoriser là, c'est le fait qu'à l'occasion de la fête des louches, il y a quelqu'un qui a été libéré d'une manière merveilleuse. Hein. Vous savez que c'est parce qu'il aurait lancé sa cuillère, une louche, cuillère, peu importe, et puis qu'il aurait comme ça manifesté sa présence. Bon, ça, c'est pour justifier le fait qu'on continue à lancer des louches. Parce que les louches, en fait, si on essaie de leur trouver une raison d'être historique, il faut essayer d'aller voir du côté de l'instauration de la franche fête, de la franche foire, hein, au temps des seigneurs de Comines et de Philippe le Bon, qui décrète que ça serait bien qu'autour de la Saint-Denis, on ait une franche foire qui s'installe donc à Comines, pourquoi pas. Alors il y en a qui sont allés jusqu'à dire que c'est à ce moment-là on distribuait des cadeaux publicitaires sous forme de louches et que c'était l'occasion de faire la promotion des louches. Bon, moi je crois aussi que c'est un petit peu cousu de fil dans cette histoire-là, parce que c'est quand même négliger le fait que dans toutes les fêtes populaires et en partie carnavalesques, la louche qui est un symbole phallique est utilisée en tant que telle dans toute l'Europe, particulièrement au moment des charivaris. Au moment où on va contester le mariage d'un vieux avec une jeune, par exemple. Et la louche, à ce moment-là, à l'occasion des charivaris, on se lance des objets culinaires, si ce n'est pas des couvercles ou des soupières, des trucs de ce genre-là, et on va se lancer des louches. Et la louche apparaît comme un symbole phallique, je ne fais pas le dessin, c'est pas la peine, qui est incontestable sur le plan symbolique. Alors, cela dit, il n'empêche que cette façon de jeter aujourd'hui du haut du balcon, c'est d'ici que ça se passe, oui. Jeter du haut du balcon de la mairie, on va relier ce jet des louches au jet des harengs à tel endroit, au jet des dragées à un autre. Il y a un côté condescendant aussi. Hein. Et puis, automatiquement, le peuple, à partir du moment où ça lui tombe du ciel, parce qu'on ne le jette pas du bas, hein, regardez partout, c'est toujours du haut qu'on jette. À partir du moment où ça lui tombe du ciel, que c'est gratuit, aussi, hein, ça porte bonheur, automatiquement. Hein. Alors je ne sais pas combien vous en jetez par an. Hein, combien vous jetez de louches par an? Une centaine? 1100. Et 1100 heureux au moins.
Alors donc tous ces détails contribuent donc à générer un goût pour la liberté. Hein. On renoue finalement avec une légende qui valorise la liberté. Et là aussi, la fête va rendre les gens encore plus heureux, encore plus joyeux, et ils vont pouvoir intrinsèquement retrouver cette espèce de bonheur que représente le géant dans toute sa grandeur, et puis cette espèce de joie de l'enfance que le géant revalorise à travers son ventre et à travers les naissances qu'on peut y refaire. Parce que je pense qu'effectivement, il va falloir quand même qu'on aborde le problème des géants sous un autre angle que celui des caractéristiques techniques. Il est plus pensable aujourd'hui de considérer que le géant est promené dans les rues pour montrer l'exploit technique des fabricants. Je pense que c'est bien, c'est un exploit d'avoir fabriqué tel ou tel géant, mais je pense qu'il y a quelque chose d'autre sur lequel il faut travailler, c'était ce rapport donc, entre le spectateur, le géant, la fête, la liberté, les aspirations de bonheur que tout à chacun peut avoir en regardant ces belles figures. Je vous remercie de votre attention.